Voilà, donc on est sur la problématique du bien-être. Et ce qui est intéressant dans le titre, c'est comment les écoles et les établissements peuvent-ils favoriser le bien-être justement des usagers, donc des élèves et des personnels. Donc c'est pas anodin. Bien entendu, il faut d'abord avoir une vue, merci beaucoup, une vue plutôt de type macro, donc et comment les systèmes éducatifs vont justement impacter, vont pouvoir aussi influencer les perspectives liées justement au bien-être. Et on va partir donc des systèmes éducatifs d'un point de vue international, dans les comparaisons, mais aussi comment aller sur l'organisation locale d'une école ou d'un établissement de type scolaire. Donc hier, la journée, elle a été très riche et foisonnante. Vous avez votre programme, donc vous avez vu tous les intitulés, une ouverture institutionnelle sur justement avec notre ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, le président de la MGN, la responsable également du CNESCO. Et nous avons donc essayé de jalonner d'abord cette journée concernant, d'un point de vue macro, les systèmes éducatifs, puis ensuite comment voir d'un point de vue de l'organisation, et une organisation d'un établissement est sur deux principes, celui du contexte, lié au bâti, à l'architecture, mais aussi également l'aspect temporel qui est très important. Et in fine, on a vu également que les compétences psychosociales, psycho-émotionnelles peuvent aussi justement produire du bien-être. Alors dans ce type d'organisation, l'après-midi, pour essayer de trouver des pistes de préconisation, il y a eu aussi des ateliers participatifs, 6, qui ont pu justement, avec tous les acteurs de la communauté éducative, ont pu justement croiser leurs regards, faire des échanges. Alors on va essayer de résumer l'ensemble. Déjà, je pense qu'il faut se poser la question d'un point de vue bien sûr pédagogique, mais aussi épistémologique. Qu'est-ce que le bien-être? Donc le quoi? Pourquoi évoquer cette thématique du bien-être? Et enfin, comment allons-nous faire? Donc, essayons de définir le bien-être. C'est bien sûr, on l'a entendu hier parmi tous les intervenants, un des objectifs prioritaires des politiques sociales, surtout dans les domaines justement de la santé, du travail, de l'éducation. Très difficile, très complexe de pouvoir définir justement ce concept de bien-être. Plusieurs échelles, plusieurs dimensions. Il y a des indicateurs, et là, il y a un accord et un consensus quand même, sur des indicateurs de type objectif et objectif, avec les différentes conditions matérielles, profession, santé, éducation, qu'on peut retrouver justement, et l'environnement, comme on a vu. Sur ces échelles et sur ces dimensions, ce qui est important, en espérant que ça fonctionne tranquillement, voilà. Y a-t-il un certain consensus autour du bien-être? On arrive à des orientations, deux orientations peuvent être couplées pour mieux comprendre et définir le bien-être. La première orientation, c'est celle qui est hédonique, le principe de maximisation du plaisir, et donc d'évitement de la souffrance. Et bien sûr, l'orientation également eudémonique, très importante, sur l'accomplissement de soi, la pleine utilisation de son potentiel. Et si on arrive à conjuguer ces deux orientations, on arrive à une sorte de définition qui pourrait être intéressante. C'est un état psychique d'un rapport plutôt positif, alors à soi, aux autres, à son environnement. Et donc, des mots-clés sont importantes. Émotion, relation positive, l'engagement, la persévérance. Et donc, ce sont quelques ingrédients, on va dire, et leviers peut-être de la réussite. On a entendu aussi, d'un point de vue très transverse, l'approche doit être globale et systémique, voire écosystémique. Et donc on n'est plus sur une vision plutôt passée, la vision, on va dire, dualiste de l'individu entre le corps et l'esprit, mais aussi une dichotomie entre l'individu et son environnement. Il y a un couplage, une harmonisation entre l'individu, justement, et son environnement. Et on peut parler, bien sûr, de bien-être mental, social, mais aussi physique. Et cela dépend aussi, bien sûr, des points de vue qui créent l'objet, c'est-à-dire les différentes disciplines. Enfin, attention, il ne faut pas non plus que le plaisir, ou on va dire le bien-être, à l'instar d'autres concepts, comme on a entendu de la part du ministre, on a entendu parler de bonheur, de plaisir. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas tomber dans une caricature. Pour certains, ça peut être un slogan, ça peut être aussi un effet de mode sur le bien-être. Et il ne faut pas que ce concept également se transforme en fait en une injonction qui pourrait être propice, en tout cas pour les enseignants, pour la communauté éducative, propice à la culpabilité ou au doute.
Donc avec ces précautions d'usage, je vais essayer donc de résumer un petit peu l'ensemble. Dans un premier temps, comment un système éducatif prend-il en compte la question du bien-être à l'école? Et donc, d'un point de vue macro, quelles politiques qui vont pouvoir justement impulser ces principes-là? Et là, on est parti sur le principe justement lié à un exemple où l'intervenante, Filalto, est intervenue concernant justement la Finlande. Bien particulier, un contexte assez important. Globalement, le constat, il est global et partagé également. Si on se porte bien globalement, toujours dans un point de vue global et systémique, la vigilance, on l'a vu, doit s'accroître concernant la santé mentale. Et on le retrouve justement dans l'évolution entre les enquêtes, les résultats de l'OMS de 2017 par exemple à 2020. Chez les adolescents, quand on voit aussi d'autres enquêtes comparatives internationales, la santé mentale est vraiment un élément, un indicateur qui permet de dire qu'il faut intervenir pour obtenir le bien-être. Donc c'est un objectif fondamental, la santé mentale. On l'a vu aussi dans le cadre des ateliers. La santé mentale peut être également un prédicteur des réussites. Et puis, au prisme justement des différentes méta-analyses, on s'aperçoit que le bien-être, il peut produire bien sûr et influencer la réussite scolaire, mais il y a un lien de réciprocité. La réussite peut aussi bien sûr engendrer et amener justement du bien-être. Donc il y a un lien de réciprocité important. Alors quelles sont un petit peu les stratégies qu'on peut avoir d'organisation, d'intervention? On a insisté en tout cas sur le point de vue finlandais, sur les pratiques socio-pédagogiques, sur la coopération, l'importance également d'être sur le multiprofessionnel, donc différents services, différents acteurs, et également travailler sur une communauté éducative élargie. Et bien entendu, la recherche permet d'amener ce surplomb, cette caution scientifique concernant justement les modalités et les propositions qui peuvent être faites. Il y a eu un travail qui a été réalisé comme illustration. Voilà, c'est l'exemple de Kiva. Donc c'est un programme justement qui a été présenté, programme anti-harcèlement, qui favorise justement, qui va essayer de favoriser l'empathie. Cette programme, c'est aussi une lutte contre l'intimidation. Et quand on rentre sur ces programmes, 3 types d'interventions ont permis justement d'arriver à lutter contre ce type de harcèlement. Une communauté qui doit être accueillante, avec tous les membres justement de la communauté éducative d'entrée, dès qu'on arrive à l'école. Il faut une éducation bien sûr sociale, émotionnelle. Deuxième point qui a été abordé, le sentiment d'appartenance. Comment se sentir donc accepté, soutenu, inclus, et enfin travailler sur la dimension socio-émotionnelle, justement qui était vraiment importante, donc les attitudes, les connaissances, les compétences. Et donc quelle politique? Une politique de qualité, quels sont les ingrédients qu'elle doit intégrer? Elle nous a parlé justement que ces interventions doivent être intégrées dans les programmes d'études. Elles doivent être intégrées au sein des enseignements. Elle doit être interactive, holiste, globale et bien sûr prioriser des compétences émotionnelles. Enfin, il est important aussi de voir que des programmes, des interventions, y a-t-il de la permanence, dure-t-elle dans le temps ces interventions? Et là encore, il faut une participation active, même pendant les cours, justement des enseignants et des élèves. Dans un second temps, on a eu aussi un rapport concernant Russian Lee, qui est donc intervenant à l'OCDE, qui a fait une focale sur justement des enquêtes internationales, surtout celle de Thalys, avec 34 pays, mais aussi en concordance et en corrélation avec les résultats de PISA, où là on est sur 80 pays dans les études comparatives. Et donc cette focale a été faite sur la satisfaction professionnelle des enseignants. 2 types, 2 catégories pour mieux comparer, celle liée à sa profession, à son métier, et celle liée à l'environnement de travail, que j'ai souligné dans le sens où c'est justement que là se creusent les différences, parfois des inégalités, qui peut engendrer cet environnement de travail, un sentiment de stress, d'auto-efficacité également des enseignants. Et donc, dans ce cadre-là, quels sont les facteurs qui produisent le plus d'insatisfaction? Eh bien, c'est bien entendu,
quelque part ça pourrait être la palissade, les environnements scolaires qui sont plutôt difficiles. Donc, quelque part, un sentiment de satisfaction, de mieux-être dans les milieux favorisés. Et là, à l'OCDE, ils se sont dit, mais comment agir pour justement rétablir un petit peu ce sentiment, ce stress vis-à-vis de l'environnement de travail. Des facteurs qui peuvent être riches, travailler sur les critères de sélection des élèves. L'exemple a été donné justement en comparaison avec la Finlande de la Lettonie, où les critères de sélection des élèves, la sélection se faisait justement aussi par les notes, par l'évaluation. Et donc on ségréguait les élèves dans les différents établissements en fonction de l'évaluation scolaire, mais aussi bien sûr ségrégation sociale, le facteur socio-économique creuse également les inégalités. Et donc, comment aussi travailler sur un second levier? Le second levier, c'était sur l'affectation justement des enseignants. Il posait la question, doit-on justement s'orienter dans des établissements en fonction de son ancienneté, qui peut générer là aussi une problématique de dynamique dans le cadre des écoles, avec les enseignants? Doit-on justement aller sur des orientations de type politique, de type incitative, des incitations, et enfin, comme il a été dit dans certains pays, une rotation des enseignants dans différentes écoles, entre justement les expérimentés et la difficulté, en tout cas parfois en France, pour nos nouveaux enseignants qui peuvent arriver dans un contexte difficile, et là se pose bien sûr la question de la formation. Alors, je crois qu'il faut appuyer tout doucement, voilà. Et enfin, on a eu aussi une autre intervention concernant le e-based, qui permet justement de travailler, de regarder un petit peu le bien-être. La santé globale est bonne généralement de la part des enseignants. Il y a une satisfaction professionnelle qui est assez modérée. Mais surtout, ce qu'on a remarqué, c'est une satisfaction, une santé psychologique qui est plutôt fragilisée. Donc plus de stress de la part des enseignants, moins de reconnaissance. Je pense que la reconnaissance perçue est assez intéressante. Sinon, on arrive dans une société du mépris, comme disait Honnête. Et donc ça, c'est important de révéler ces problématiques. Et donc, on a un bien-être globalement émoussé dans ce baromètre donc, international de la santé et du bien-être du personnel de l'enseignement. Alors, rapidement, comment brosser justement quelles sont les causes peut-être de cela? Quand on regarde les comparaisons internationales, la charge de travail est bien sûr un indicateur important, l'organisation, le management également, la relation, on l'a vu, et puis d'autres enquêtes, dont celle justement de Benjamin Moignard, bien sûr, et de Barbieux, révèlent que la problématique également avec la hiérarchie, l'insatisfaction liée également à la formation. Alors là, on retrouve justement un cadre plutôt francophone, en tout cas la France, on a le Canada, on a la Belgique, et aussi la difficulté entre la mise en tension entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors, quels sont les leviers possibles selon les pays? Eh bien, on a insisté, on l'a trouvé également dans différentes interventions, c'est la valorisation du métier, travailler également sur les relations sociales avec toute la communauté éducative et non pas quelques-uns. Et je pense également à certains des enseignants, mais aussi les non-enseignants, certains professionnels qui travaillent à l'école, que dans notre rapport, on a appelé parfois les invisibles ou les invisibilisés, qui permettent justement de construire une communauté liée au bien-être. Et donc, valoriser le métier, c'est aussi travailler sur l'aspect collégial, sur la confiance. Le mot confiance est revenu souvent. La lutte aussi contre le sentiment de violence ou les violences vécues. Et également la qualité des conditions environnementales, on l'a dit, améliorer d'un point de vue matériel, mais aussi les espaces, comme on va le voir, et aussi, bien sûr, la culture numérique. Enfin, une troisième intervention qui était importante, liée à notre chercheur Benoît Galland de Belgique, qui est intervenu justement sur les indicateurs du bien-être. Alors il est bon d'avoir des enquêtes internationales pour mieux comparer et mieux saisir et mieux intervenir in fine. Il faut comprendre et agir grâce à ces enquêtes. Mais la difficulté aussi, c'est quels sont les indicateurs? Sont-ils fiables? Est-ce que les instruments sont cohérents? Y a-t-il une cohérence interne? Et là, c'est le travail justement des chercheurs de travailler sur justement les preuves
et sur les différents indicateurs. Donc il faut avoir des objectifs pluriels, il faut un pilotage, il faut une enquête. L'ensemble doit être systémique et il faut le faire avec tous les intervenants, avec les élèves, avec les équipes éducatives, avec les parents. Et donc on commence à construire un outil. Ce qui est intéressant dans cette construction d'un outil, il faut d'abord, pour le construire, avoir un modèle. Et ce modèle, quelque part, c'est aussi aller voir ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, je dis souvent à mes étudiants, l'art du questionnaire et l'art du plagiat. C'est-à-dire qu'il faut aller voir ce qui se fait déjà sur le bien-être comme indicateurs qui sont validés pour ensuite mieux les utiliser. Donc, construction d'un modèle. Prise en compte, on l'a dit, bien sûr, à l'instar du concept de bien-être multidimensionnel et également un appui sur les études en psychologie et en santé, liées bien sûr au bien-être subjectif, aussi bien d'un point de vue plus objectif qui est lié à la vie scolaire, mais également à l'expérience émotionnelle vécue. À partir de ces trois principes, s'est posée également la question: y a-t-il une possibilité, une fois qu'on a essayé de tester cet indicateur, cet instrument qui est très global, peut-il justement servir également au niveau local ? Et c'est là toute la difficulté, une incohérence qu'il peut y avoir parfois. Et donc, au prisme, justement, de visiter les différentes théories, de faire des entretiens avec tous les acteurs, de faire des focus group, eh bien, la question était, y a-t-il une aide du pilotage local grâce à cet instrument ? Y a-t-il un rapport de cause à effet ? Est-ce qu'on peut améliorer les pratiques pédagogiques et éducatives au prisme, justement, d'un instrument de mesure ? C'est toute la difficulté, je pense, dès lors qu'on est sur un travail lié à une enquête et trouver des indicateurs qui sont fiables, reproductifs, bien entendu. On a clôturé cette perspective plutôt macro sur les enjeux, sur les instruments, sur les modèles de mesure. Et ensuite, on se dit, mais si on parle d'une organisation d'une école, d'un établissement, c'est intéressant aussi de voir l'organisation qui est de type spatial, architectural et aussi bien sûr temporel. D'ailleurs, les deux sont souvent liés. Et donc là, des interventions sur les bâtiments et les espaces scolaires, puis ensuite sur les temps de pause scolaire, et enfin le lien sur les écoles en extérieur, où là on voit le couplage justement temporel et spatial. Et enfin, ce qui est revenu aussi en filigrane dans le cadre des interventions, les compétences justement psychosociales. Et je pense qu'aujourd'hui, on va tourner autour également de ces problématiques. Alors, concernant les intervenants, il y a eu une première intervention sur justement les bâtis de la part donc du professeur Cleveland, qui est intervenu en Australie et qui nous a parlé justement de différentes architectures qui permettent de générer, peut-être de produire en tout cas du bien-être pour la communauté éducative. Alors on sait tous que les bâtiments, les cadres de vie, d'apprentissage et de travail sains permettent d'intervenir sur le bien-être. Ces lieux, comme le disait Moser, ne sont pas de simples décors. Ils peuvent également influencer nos manières d'être, nos comportements, comme pourrait le dire exactement Fischer. Et on a vu qu'il y avait des facteurs d'influence, ça c'est intéressant, liés à la qualité de l'air, à la lumière, au confort thermique, à l'acoustique. Mais il ne faut pas rester sur ces facteurs d'influence positifs ou négatifs. Il y a aussi l'aspect pédagogique. Comment vivre dans ces espaces en corrélation avec justement tous les acteurs. Et donc la question qui a été posée par le professeur Cleveland, quel type d'espace, d'installation scolaire, quelles sont les possibilités d'action pour justement intervenir dans l'organisation de type spatial. Alors en général, le travail réflexif est fait autour des environnements d'apprentissage de type innovant, et on inclut la technologie numérique. Le bâti permet également d'être une aide au soutien, à l'enseignement, à l'apprentissage, au programme de santé et de bien-être. J'étais dans l'atelier 4 justement sur les bâtis, et là on pourrait reprendre peut-être une citation de William Churchill qui avait dit « Les hommes construisent les maisons et à leur tour les maisons façonnent ceux qui y habitent ». Et je pense que ce lien de réciprocité n'est parfois pas vu. On regarde notre aménagement, mais quel est-il en retour ? Et là, les facteurs d'influence sont intéressants à convoquer, à étudier. Alors, dans ce cadre-là,
Il y a eu bien sûr des leviers, je vais essayer de terminer sur les leviers. Les leviers sont les lieux de bien-être en général. Comment les générer? Des espaces scolaires ouverts plutôt à la communauté, dans et hors temps scolaire, qui a été signalé par le professeur Cleveland. Donc ça pose la problématique aussi de l'ouverture ou de la fermeture d'une école, la fermeture liée aux problématiques de sécurité par exemple. Et donc il a été proposé de faire une hub communautaire, c'est-à-dire une plateforme communautaire où l'école et des services étendus avec les chercheurs permettent de travailler sur une architecture, un bâti qui va au-delà de l'école et qui met en harmonisation certains services. Les résultats se sont concentrés sur 4 thématiques. Le partenariat, une école ne peut pas toute seule garantir justement une architecture, des lieux pour arriver sur le bien-être. La planification, il faut planifier d'un point de vue éducatif dans les planifications de type social et également, bien entendu, urbaine. La conception, l'habilitation, et là aussi il y a peut-être le travail de management, de leadership, la gouvernance grâce justement à la hiérarchie qui permet d'amener un leadership positif, contributif, qui permettrait peut-être d'arriver à ces espaces. Alors 2 projets ont été présentés, là je vais très rapidement. Travailler avec, bien sûr, donner des conseils à des décideurs, avec la communauté éducative, tenir compte du contexte, bien sûr, culturel de l'école. Il y a des principes, il y avait 12 facteurs pour justement arriver à guider dans ces projets. Un exemple concret d'un projet, ça a été la création d'un centre familial. Offre de services multiples, avec des gardes, des services paramédicaux, du soutien familial, des jardins de jeux, de ludothèques, un véritable campus, une petite ville, qui permet justement des gardes longue durée, des jardins d'enfants, des services de santé. Les perspectives de recherche, c'est des espaces d'apprentissage justement inclusifs pour valoriser la diversité. Voici un petit exemple justement qui est dans la source du document donné par le professeur Cleveland. Ensuite, le bien-être, on passe de l'espace au temps. Les temps de pause, très importants. Les temps de pause, aussi bien sur la récréation ou le temps des repas. Les temps de pause constituent une fenêtre très très importante sur la vie sociale, émotionnelle des enfants. On a parlé également du temps de jouer. C'est des préconisations de la Convention des Nations Unies, on l'a dit, c'est les droits de l'enfant, ça a été répété justement par le collègue. Des temps de pause, il faut travailler sur l'étude de la durée, sur son organisation et comment les superviser. Dans ces temps de pause, ce qu'on remarque surtout par rapport à toutes les enquêtes, pendant que voilà, ça va passer, il y a peu d'études concernant les temps scolaires, alors que le rapport au temps, le pouvoir du temps est important. Le temps pour soi, pour les autres, pour l'institution. Et le temps des institutions n'est pas parfois le temps des acteurs. Le temps est variable, mais par contre, en perpétuelle diminution selon les pays. Bien sûr, c'est fluctuant, ça dépend de la journée, d'une journée scolaire. Ça dépend aussi de l'âge. En vieillissant, on s'aperçoit que, bien entendu, au fil du temps, le temps de pause se raccourcit, donc de l'école primaire, par exemple, au secondaire. Et en France, regardez, on est à peu près avant-dernier dans la présentation qui a été réalisée sur... c'est en minutes, c'est pas en pourcentage d'ailleurs, je crois. C'était en tout cas, la France était à 9,18, le Royaume-Uni à 15,73 et enfin la Finlande qui est en tête avec 19,36. Donc on voit un différentiel presque de 1 à 2, multiplié par 2 par rapport à celui de la France. Donc peu d'études, des inquiétudes. Plus le temps diminue, grâce au jeu, grâce justement à l'interaction avec autrui, on voit encore les problématiques de santé mentale et physique, dont notamment par exemple les problématiques de santé liées à l'obésité. Là aussi, le jeu et les interactions permettent des interactions entre pairs, et les interactions entre pairs vont baisser. Et il y a également un changement de modèle à étudier lié aux technologies de type numérique. Il y a des avantages de type sociaux, physiques et mentaux, les relations sociales à travailler grâce à ces temps de pause, les interactions entre pairs. Il a évoqué aussi l'amitié, très important, la volumétrie, on va dire, de sociabilité. Également le travail sur les compétences sociales, sur l'engagement, je l'ai dit encore, l'activité physique.
Et on a posé aussi la question des problématiques de ces activités, ces temps de pause, parfois moins surveillés, avec des activités moins structurées, où il peut y avoir des problématiques, on en reparlera justement dans cette journée, liées au harcèlement et aux jeux dangereux. Qualité de pause sur une focale sur les écoles britanniques. Il faut surtout multiplier l'éventail des jeux, des jeux non structurés, travailler sur la formation, l'encadrement, sur également la richesse et la flexibilité des matériaux, des ressources, pour mieux explorer, mieux travailler sur l'imaginaire. Donc l'utilisation des jeux non structurés a été une focale assez importante pour travailler sur la créativité, le plaisir, les jeux coopératifs, et travailler également sur la santé. Et là encore, comme on a vu pour les espaces, les perspectives pour travailler sur une politique sur les temps de pause, comme il y a des politiques d'un point de vue scolaire. Alors, je vais accélérer. On fait des signes. Donc, je vois que les signes corporels avec les signifiés veulent dire « dépêche-toi ». Donc, un travail qui a été réalisé sur le temps et l'espace, c'est bien sûr l'exemple au Danemark du plein air. Alors là, c'est sur une focale sur les enfants, justement jusqu'à 6 ans, un travail sur 3500 institutions, 90% d'enfants en garderie et sont dans des activités de plein air. On ne retrouve pas ça forcément, justement, en France en comparaison. Et surtout, la grande autonomie des enseignants dans le choix et les méthodes. Les effets positifs qui ont été relatés, bien sûr, on a vu un effet positif sur le plan physique, mental, la créativité, les contacts mixtes, ça c'est important, c'est-à-dire aussi bien d'un point de vue des plus vulnérables, aussi des personnes en situation de handicap ou des élèves, mais aussi genrés, qui permet justement la relation, l'interaction entre les filles et les garçons, et donc sur les vulnérabilités, voilà les effets positifs en tout cas de ces pauses. 2 projets ont été présentés. Une liée à des garderies où il y avait 37 établissements phares, justement, où on a pu entendre qu'il y avait 3 à 5 heures par jour, justement, d'activité à l'extérieur. Et grâce à ce travail, eh bien, les résultats ont été utilisés au Danemark, justement, pour la réforme scolaire danoise en 2013. Enfin, une autre recherche qui était intéressante permet de comparer 28 classes de collège contre 20 classes témoins, c'est-à-dire qui n'allaient pas justement à l'extérieur. Et là, on a vu la différence entre ces 2 populations. C'était plus de force sociale d'un côté, plus d'interaction également en classe. Donc, on voit la transposition dans la classe, des activités physiques, du plaisir, travailler sur l'autodétermination. Les résultats, par contre, étaient plus pondérés sur les compétences plus académiques, sur la motivation interne liée au travail et sur les défis psychologiques liés aux différents comportements. Les perspectives, là encore, très intéressant. Alors là, c'est le chargé de mission handicap qui parle. Travail sur les élèves en situation de handicap, travailler sur les plus défavorisés. Alors, je termine rapidement. On a vu in fine donc également le travail concernant le développement des compétences psychosociales pour promouvoir le bien-être et le bien vivre ensemble. Et dans ce cas-là, on était dans le cadre bien sûr de CASEL, du programme CASEL, qui travaille sur le programme social et émotionnel d'apprentissage. Et on a vu des résultats assez intéressants avec des guides à disposition pour justement favoriser et améliorer justement les performances. Très intéressant, le programme d'apprentissage social et émotionnel a permis de voir une augmentation de 13% sur les performances scolaires. Et surtout, c'est maintenu dans le temps. Donc on voit l'effet à un temps plus lointain. 13% des performances sont maintenues dans le temps scolaire et peuvent agir également sur la vie physique, c'est-à-dire obtenir un emploi ou un diplôme. Donc il y a une efficacité et un bénéfice de ces programmes d'apprentissage. S'il y a une approche systémique, on retrouve ça à l'échelle de l'école bien entendu, et s'il y a une élaboration de ce programme CEL, mais il faut encore là tous les acteurs. Il faut une équipe d'adultes et une équipe bien sûr liée avec les enfants et un partenariat étendu également à la famille. Le résumé, il ne reste plus qu'1 minute et j'arrête, c'est sûr. On pourrait résumer ces interventions de type international rapidement, donc c'est vraiment un résumé très très exhaustif, mais une approche globale, on l'a dit, et systémique, ça a été répété. Et en effet, c'est dans les considération des espaces et des instances européennes. Les élèves évoluent dans des environnements, dans une approche systémique, humains, spatiaux, sociétaux et culturels qui interagissent pour arriver vers cette dynamique qui peut freiner
ou qui peut aussi augmenter, faciliter le bien-être. Il faut une équipe éducative en interaction, des interrelations très importantes et élargies à tous et à toutes. Et enfin, les moyens, il faut se donner les moyens justement des ambitions affichées. Il faut des ressources humaines, il faut des ressources financières, il faut un environnement matériel, physique et numérique qui permet d'atteindre justement ce qui est prescrit. Et souvent, il y a un décalage entre le prescrit et le réel. Et enfin, si ce contexte est bien favorisant, eh bien, les dynamiques d'apprentissage et les interactions professionnelles, comme celles qui sont pédagogiques, pourraient favoriser le bien-être, formation, accompagnement des enseignants, relation avec sa hiérarchie, le leadership, le travail entre pairs, les élèves et les enseignants, et aussi la coéducation avec les familles. On a entendu aussi, pour terminer, sur la reconnaissance qui est important, la gratification également du personnel, qui sont deux facteurs constitutifs du changement et aussi de l'adhésion pour s'engager. Et enfin, les organisations spatiales et temporelles permettraient, ainsi que les compétences psychosociales, constitueraient des leviers, on va dire, pour favoriser le bien-être et la réussite scolaire. J'ai terminé là-dessus et voici quelques mots-clés qui permettent de jalonner cette première journée et peut-être qu'on va retrouver justement aussi bien dans les ateliers d'hier que dans les interventions d'aujourd'hui, les ateliers de cet après-midi.